vois très bien l'époque dans de laquelle cette planète. Un système à pulvériser. Très bizarre. On m'a posé cette question de la manière ronde. Laisser la Que tout ça c'est bien, mais que ça va pas suffire. d'autres voix. Bonjour, si le cerf Moulpois. Bonjour. Salut, merci d'avoir accepté l'entretien. On parle aujourd'hui d'un livre que tu as écrit, traduit, comment on dit, dirigé, qui s'appelle Des jours et des rêves, et c'est les textes de Edward Carpenter. C'est publié aux éditions Le Pommier. Tu es auteur, enseignant, tu es chercheur, doctorant, et tu as publié déjà des choses de Carpenter. Tu as déjà traduit Carpenter, tu as traduit aussi d'autres auteurs, si je dis pas de bêtises, Walt Whitman. Carl Whitman, Carl Whitman, Walt Whitman, c'est pas le même, c'est on en ouais, parlera. malheureusement. Et donc, ce bouquin des jours et des vies, c'est une grosse masse. On va le parcourir comme j'ai l'habitude de le faire avec les auteurs, quand j'ai la chance de les avoir sous la main, entre guillemets. Et je m'étais dit qu'on pourrait commencer par parler de ce bon Edward, qui est Edward Carpenter. Alors, vaste question, puisque voilà, le bouquin, comme tu l'as dit, est assez épais. Donc, Edward Carpenter, c'est un militant, alors socialiste libertaire, pour le dire peut-être la manière la plus efficace, anglais, qui vit pendant la seconde moitié du 19e siècle et début du 20e siècle. Ok. Et on verra que ça a son importance aussi vis-à-vis des évolutions politiques de l'époque, qui se distingue, en tout cas qui a été distingué d'abord pour à la fois son soutien aux luttes, notamment aux luttes socialistes, mais aussi aux luttes ouvrières, et sa participation active à ce qu'on pourrait définir, si on prend l'expression de Michael Lewis, l'écosocialisme. Ouais. Notamment à travers le développement d'un mode de vie simplifié à la campagne dans le nord industriel de l'Angleterre. Et ça, c'est ce pourquoi on parle fréquemment de lui, ça, et puis son soutien à d'autres luttes. On parle un peu moins fréquemment, alors on parle de son homosexualité, mais on a moins parlé de sa théorie sexuelle et de la manière dont, avec Carpenter, s'élabore, à mon sens, une des premières véritables pensées politiques de l'homosexualité. Cool. Ouais. Le livre a vraiment un côté biographique. En tout cas, tu racontes son histoire autant que l'histoire de ses textes. Et puis, c'est beaucoup écrit à la première personne. C'est les textes où il raconte des moments de sa vie. Ce travail-là que tu as fait, que tu fais, comment tu le fais? Qu'est-ce que c'est aller chercher un auteur? Parce que j'imagine que tu passes tu vis avec lui, quoi. Enfin, tu as dû vivre avec Ça Carpenter. fait une petite, oui, on a une relation qui date Voilà. depuis 8 ans. Voilà, c'est ça. Tumultueuse, mais passionnée. C'est quoi de travailler, de vivre comme ça avec un auteur? En fait, je dis tumultueuse parce que ça veut dire accepter aussi d'approfondir la relation avec un type d'archive et un type d'histoire. Parce que Carpenter, c'est pas une archive, c'est plein d'archives différentes. C'est des journaux, des textes qu'il a écrits, des lettres, des photos. Ouais. Enfin, en tout cas, ce qu'il reste de ces photos, quelques objets qui sont conservés à Sheffield, et pas mal de choses numérisées disponibles sur Internet également. Et ça, je le racontais dans mon premier livre, mais Carpenter, je l'ai rencontré, c'est une des premières figures en fait que j'ai rencontrées quand j'essayais d'écrire une sorte d'archéologie de l'intersection entre les questions sexuelles et les questions écologistes. Ouais. Voilà, il était affiché dans une maison, son portrait de lui jeune, j'ai souvent l'habitude de dire que je le trouvais très séduisant, et qu'avant de le lire, c'est presque une sorte de séduction par l'image qui s'est opérée. Et donc, voilà, ça a été quelqu'un que j'ai appris progressivement à connaître, dans le sens où j'ai appris progressivement à le lire. Et en fait, ça m'a mis assez de temps avant de véritablement, déjà, avoir accès à des archives, parce qu'à l'exception d'une biographie, très peu de choses ont été republiées, que ce soit en Angleterre ou en France. Et donc j'ai mis du temps avant de commencer à rentrer vraiment dans sa théorie. Et donc ça s'est vraiment fait, enfin, pour moi, j'ai pas eu une phase où je me suis complètement concentré sur Carpenter. Il y a vraiment eu une sorte de continuité au fur et à mesure des années, et d'une certaine manière, je pense que quand on travaille aussi longtemps sur une figure, c'est qu'on
on se construit aussi avec. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure des années, j'ai été lui poser des questions et j'ai été regarder ses textes avec une acuité un peu différente, ou en tout cas des envies et des désirs un peu variés. Donc, je ne pose plus les mêmes questions à Carpenter que je posais au début. Au début, j'étais très marqué par la pensée de sa sexualité et la question de son écologie, quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire aussi que ce à quoi j'ai été confronté, et je l'ai dit au tout début, c'est que Carpenter est méconnu, déjà. Donc, c'est quelqu'un qui est méconnu quand même dans l'histoire des socialismes, qui est associé peut-être, alors sans faire trop de caricatures, associé à un courant plus marginal, presque utopique du socialisme, Ouais. qui a été très moqué par George Orwell, par exemple. Je le cite en préface, qui vraiment considère qu'il fait partie de ces buveurs de jus de fruits, nudistes, obsédés sexuels, un peu proto-hippie, quoi. Ouais. Oui, d'ailleurs, on est à l'époque, on peut dire qu'on est à l'époque victorienne, hein, c'est juste de dire ça. Oui, même si Orwell l'écrit plus tard, il l'écrit au début. Mais c'est drôle de voir dans le discours d'Orwell, on retrouve vraiment la caricature qui existe à plein d'autres moments de l'histoire, du gauchiste écolo, hippie, quel que soit le nom qu'on lui donne. C'est-à-dire que ça, moi, j'étais surpris de voir que déjà à cette époque-là, du point de vue d'une certaine bourgeoisie intellectuelle que peut représenter Orwell, il y avait déjà ce discours un peu méprisant d'une certaine forme de socialisme, quoi. Ouais, et ben en fait aussi une sorte de friction entre différentes formes de socialisme. Ouais. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a été un petit peu marginalisé, comme l'ont été d'autres militantes, notamment socialistes féministes, etc. C'est qu'il incarne un courant et aussi un moment de la fin du 19e siècle, autour de 1880-1890, qui en fait est très intéressant politiquement, et qui, moi, m'intéresse parce qu'il y a quelque chose dans le socialisme qui, pour moi, renoue un peu avec le socialisme de Charles Fourier, par exemple. On pourra peut-être en reparler. Donc, travailler sur lui, c'est aussi apprendre, ça a été vraiment apprendre à découvrir une époque qui, moi, m'intéressait parce qu'elle remettait en jeu la question du corps, la question de la domesticité, la question des élans, de la vitalité, peut-être on pourra même parler de pulsion, la question de l'érotisme, même si Carpenter en a une vision très singulière. Et puis progressivement, travailler sur lui, c'est aussi apprendre à l'imbriquer un peu plus précisément dans la question coloniale et dans l'Empire. Et dans l'Empire britannique, chose que je pense, je mesurais au début, mais sans véritablement comprendre pourquoi on peut qualifier Carpenter d'anti-impérialiste, l'un des premiers militants socialistes véritablement anti-impérialistes, et en même temps, tout en disant ça, être capable de cerner aussi ses limites. Ouais. Et voilà, donc ça veut dire aussi que je me suis pas mal déplacé. Le centre d'archives de Carpenter principal, c'est à Sheffield, qui est en fait non loin de la sorte de ferme domaine qu'il a fait construire voilà, dans la campagne. Et c'est là qu'il y a les principales archives sont là-bas. Et après, il y a un petit peu d'archives à Londres, notamment. En tout cas, c'est là que moi j'ai été fouiller. Et ouais, je sais pas si ça répond. Bien sûr, complètement, mais ça m'a fait penser d'abord que tu parles d'une entrée à l'intersection des questions queer et des questions écologiques. Pour résumer, j'ai quand même oublié de dire que tu as écrit un bouquin qui s'appelle Écologie déviante, qui est, je pense, une des choses qui t'a fait connaître. Enfin, c'est une des premières. Oui, c'est celui qui a été le plus. Voilà, le plus où tu parles de ces croisements-là entre les questions écologiques et les questions queer. Et c'est vrai que là, il y a cette couche en plus, en tout cas, enfin, toutes ces couches que tu as dites. Mais sur la question de l'écologie, Carpenter, en tout cas, une des manières qu'il a de l'aborder, elle est très, alors on pourrait dire matérialiste aux deux sens du terme, c'est-à-dire au sens marxiste du terme et puis au sens concret de la terre, quoi. Puisque lui, il a une démarche d'exil, on pourrait dire, ou de mise à part. Il se retire et il essaie de construire une existence en accord avec un certain type d'idéal, et qui a des conséquences. Enfin, je veux dire, sur sa vie. Tu peux peut-être nous parler un peu. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il va faire à la campagne?
Parce qu'il est pas de la campagne à la base. Il est pas, non, Carpenter, c'est vraiment le parcours quand même assez classique de certains militants théoriciens, même au sein des socialismes. Alors bon, lui, il vient quand même de la moyenne grande bourgeoisie Ouais. anglaise, d'une famille dont le père, le frère sont directement impliqués quand même dans l'administration impériale. Ce qui lui permet de voyager tôt d'ailleurs. Il le dit au début du livre, c'est ça qu'il va. Il va en France, Voilà, il va il vivre étudie. en France, à Versailles, pendant un Ouais. an quand il est jeune. Donc Carpenter, et il grandit dans le sud de l'Angleterre, à Brighton, Mhm. avant d'aller ensuite faire ses études, comme tout, voilà, tout élève, membre des classes supérieures, voilà, à Cambridge. Ou Oxford, ça dépend. Mais en tout cas, lui, il va à Cambridge. Et ce qui va se passer, c'est que, alors, est-ce qu'il trahit sa classe? Est-ce qu'on peut véritablement trahir sa classe à l'époque? C'est une question qui reste un peu posée. Néanmoins, après ses études à Cambridge, et s'être d'abord destiné à une carrière de vicaire, Mhm. il rompt avec les ordres quand il se rend compte que voilà, ils ne parviennent pas à véritablement euh, correspondre à ses propres élans, notamment désirants. Et à un moment, il est en voyage en Italie, il est jeune et il se rend compte, il a une sorte comme ça, il décrit, c'est une sorte d'élan presque physique, presque pulsionnel comme ça. Il Mhm. se dit, il faut que j'aille faire ma vie auprès des travailleurs, Mhm. auprès de la masse du peuple. Ouais. Et C'est un critique. truc qui est de mouvement très chrétien, hein, très catholique, hein, Voilà, qui est cet aussi, élan vers les pauvres, vers le. et ce qui s'inscrit aussi, parce qu'il est pas, voilà, le socialisme n'est pas venu comme ça, comme une sorte d'intuition interne, c'est aussi, ça s'inscrit en continuité avec le fait qu'il est très proche des socialismes chrétiens de l'époque, Ouais. et qu'il est formé aussi à Cambridge par, on va dire, une petite frange, alors socialo-anarchiste, et par un prêtre, en fait, qui est lui-même socialiste chrétien, assez reconnu d'ailleurs à l'époque. Donc il y a quelque chose un peu de la charité aussi dans ce Mhm. déplacement, à mon sens, mais il y a quelque chose aussi du désir. C'est qu'il se rend bien compte que, après plusieurs expériences infructueuses, pour vivre la question de son désir, il va falloir peut-être sortir de l'espace de sa classe, ce qui est une expérience assez courante. Mm. Et donc il participe à un programme d'éducation populaire, en gros, qui est mis en place par les universités, les grandes universités de l'époque, qui consiste à aller donner cours, en fait, un peu partout dans l'Angleterre. Alors ça se destine aux classes dites populaires, mais en fait, en gros, ça s'adresse plutôt à la classe moyenne, aussi à des classes de commerçants. Et d'ailleurs, il va plutôt déchanter vis-à-vis du public auquel il s'adresse. Mais néanmoins, il y a ce désir chez Carpenter qui est vraiment un désir de commencer à réfléchir aux politiques, Mhm. et réfléchir, alors, depuis un prisme qui devient socialiste. À la fois parce que il y a des traductions de Marx qui commencent à arriver, Mhm. parce qu'il est traversé aussi par la pensée américaine, notamment de Walt Whitman, autour des questions démocratiques et des camaraderies démocratiques. Donc ça, c'est quelque chose, peut-être on en reparlera, qui est vraiment important. Donc, et progressivement, voilà, s'amorce quand même une critique du capitalisme, et du capitalisme industriel, des modes de production. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qu'il va commencer vraiment à tisser et à affiner au sortir de ses études. Et puis surtout, c'est en arrivant dans un lieu, c'est-à-dire que le déplacement géographique provoque un vrai déplacement politique, sensible et intime. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça va le décaler, en fait, aussi Mhm. de certains militants londoniens qui sont restés à Londres et qui n'ont pas opéré ce mouvement-là, cette mobilité-là. Est-ce que c'est une fugitivité? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu une sorte de mouvement de fuite hors de son milieu, et il déteste son milieu bourgeois. Il y a Mhm. quelque chose aussi d'une détestation du milieu dont il est l'origine, de ses normes, de ses modes de production et de ses modes de consommation. Donc il y a une vraie critique de la consommation chez Carpenter qui est Ouais. très importante. Et ouais, vraiment, il s'adresse globalement à la classe bourgeoise. On sent qu'il y a une sorte de compte à régler avec le milieu dont il est issu. Euh, donc ça, c'est important. Et une fois qu'il est là-bas, on a coutume d'associer Carpenter à la ruralité, Ouais. mais en fait, Carpenter, c'est aussi un militant de la ville industrielle. C'est quelqu'un qui va aussi participer à construire du politique, du collectif, à travers l'émergence du Whig socialiste, notamment, Mhm. très proche de William Morris, et d'ailleurs de socialistes anarchistes. Voilà, il va construire depuis Sheffield, un café populaire avec des rencontres, des discussions. Ils vont essayer de distribuer le thé et un peu de nourriture, mais ça va complètement capoter parce qu'il y a trop de demande.
Heu il va financer des journaux, participer voilà, donc il y a vraiment aussi l'aspect, de guérilla un peu culturel Mmh. et aussi l'aspect de véritablement participer au quotidien. Donc j'ai un peu occulté la question de l'écologie, mais pour moi, il y a à la fois une écologie critique des mécanismes de la destruction et de l'exploitation du vivant, Ouais. et puis il y a une écologie du quotidien qui se manifeste de diverses manières, qui pour moi se manifeste dans la manière qu'il a de vivre en ville, Mmh. déjà, dans la manière qu'il va avoir de décrire la ville et la santé notamment, parce qu'il va s'installer en fait, il va vivre dans le café qu'ils ont créé, il va vivre pendant 1 an dans le petit appartement qui est au-dessus du café et qui est vraiment dans la banlieue pauvre, de Sheffield, et donc il va constater aussi quel est le mode de vie, des travailleuses, dans son quartier. Mmh. La pollution, les pluies noires, et cetera. Et donc il va commencer à écrire là-dessus. Certains de ses premiers textes écologistes, c'est aussi sur, la question de la pollution. Et puis quand il déménage à la campagne, non loin de Sheffield parce il en reste proche, c'est là où va s'amorcer quelque chose d'une écologie du quotidien un peu différente où, bah, là, c'est ce qu'on a appelé, voilà, ce que lui a appelé la simplification de la vie, qu'on Mmh. pourrait rapprocher de la décroissance, en Ouais. gros. Qui consiste vraiment à organiser de manière méthodique une réduction, des objets Mmh. dans son espace domestique, une forme de circularité, c'est-à-dire de réemployer, les objets au maximum, hein. Donc il a plein d'analyses de comment, voilà, son manteau, au fur et à mesure, se dégrade et finit par servir sous une forme de compost, pour ses Ouais. pommes de terre. Il va développer du maraîchage avec des familles, notamment d'artisans et de paysans. Donc il y a quelque chose comme ça d'une transformation complète de son mode de vie. Heu, Dans quelle année là, quand il va s'installer, il s'installe au début des années 80, tout début OK. 80-81. Ouais. Mais s'il s'installe, et ça je pense que c'est important de le souligner, c'est que comme certains militants socialistes, voilà, il a un capital aussi pour pouvoir, Mmh. créer un espace, acheter, faire construire. Il cherche pendant 2 ou 3 ans, je crois, des terres à acheter. Il finit par acheter des terres et faire construire lui-même sa propre maison, parce qu'il a hérité de son père une somme, extrêmement conséquente qui va, en fait, lui permettre de ne pas travailler concrètement. Donc voilà, de développer une activité de maraîchage sans trop se soucier de si ça marche ou ça marche pas. Heu, de financer, de donner de l'argent, bah, notamment au journal, de socialiste un peu, de l'époque, Justice ou Commonweal. Mmh. Donc voilà, c'est aussi un rentier, Carpenter, et ça, c'est une donnée, Mmh. qui évidemment influe, plus ou moins consciemment sur sa capacité à penser ses rapports aux autres. Mmh. Mais il y a une histoire, enfin dans l'histoire du socialisme, de la gauche, il y a quand même des figures historiques plus ou moins connues, issues de classes bourgeoises qui, alors est-ce que c'est de la trahison de la classe? Est-ce que c'est, de la mise au service de ses privilèges? Ça dépend comment on formule les choses, mais sous cet aspect-là, il est quand même, hem, voilà, il fait partie d'une série de figures qu'on pourrait Bien identifier à sûr. l'histoire du Je pense qu'à mon socialisme. avis, il y en aurait beaucoup. Si on regarde, bah, toutes les figures, parce qu'en fait, c'est aussi qu'est-ce que ça veut dire avoir du capital, économique notamment, Mmh. où c'est aussi un accès. C'est-à-dire qu'il a accès plus facilement à la publication, Ouais. heu, donc plus facilement à la diffusion. Au départ, il s'auto-édite avant d'être officiellement publié. Mmh mh. Donc il y a quelque chose, en fait, il a aussi tout un capital culturel à partir duquel, bah, il va à la fois pouvoir laisser des traces, heu, voilà, et organiser aussi la diffusion de ses idées. Donc ça, c'est après voilà, il le fait avec, aussi parfois une grande justesse et une éthique qui est assez admirable pour son époque. Mais peut-être pour aller jusqu'au bout de la Oui, oui, question écologiste, parce que bien j'ai sûr. l'impression de ne pas t'avoir complètement Vas-y, vas-y. répondu. Ce qui est pour moi très puissant aussi dans la question écologiste, c'est que je parlais d'écologie domestique, enfin l'oikos, voilà, cette manière d'habiter un Ouais. espace, c'est aussi la manière dont on habite son corps. Et c'est pour ça que moi Carpenter m'intéresse autant, et qui fait partie de cette galaxie à laquelle j'associe notamment Fourier. C'est qu'il y a une pensée et une volonté de penser l'organisation et l'équilibre du corps, qui essaye de prendre en compte, comme je l'ai dit, certains élans désirants, alors sexuels, mais pas que sexuels, en fait affectifs, Mmh mh. qui excèdent la question de penser l'organisation, matrimoniale, la famille nucléaire et cetera. Sur lesquels il va écrire,
notamment, les organisations domestiques, voilà, hein, comment, il y a tout un texte qu'il écrit sur le mariage, par exemple. Mmh. Heu et c'est ça que je trouve vraiment puissant, qu'il fait à mon sens de manière bien plus politique, et peut-être moins poétique que va le faire, Walt Whitman, par exemple, un petit peu avant lui. Hem et à ma connaissance, en fait, à son époque, à part certaines socialistes féministes, il y a en fait assez peu de personnes qui le font. Mmh. Marx, voilà, dans les jeunes écrits de Marx, il y a toute une pensée du rapport à l'aliénation du corps et à des capacités sensibles, et cetera, mais ça reste relativement marginal. Carpenter, lui, voilà, est vraiment doit affronter la question de son propre désir Mmh. et la faire résonner ou l'articuler avec, bah, ce qui est en train de devenir sa pensée politique. Et là, il me semble qu'il y a une écologie du corps qui est intéressante. Parce que voilà, l'idée, c'est d'organiser une sexualité construite, dite, en tout cas qu'il considère comme naturelle. C'est donc dépathologiser, Ouais. décriminaliser, heu, ce qui a été construit comme une déviance sexuelle par la science sexuelle de l'époque. Mmh. Heu et selon lui, alors après on pourra peut-être revenir sur, tout l'imaginaire aussi, que ça induit, mais selon Carpenter, c'est ces sexualités non reproductives, Mmh. et ces modes d'affection aussi, donc peut-être qu'il faudrait faire la différence un peu entre les 2 parce qu'il écrit beaucoup aussi sur la camaraderie, sur l'amour dit homogénique, qui n'a pas nécessairement à se, matérialiser sous une forme sexuelle, Mmh. quand bien même lui, il la vit véritablement. Mais pour lui, c'est un élan vers l'autre, en fait. C'est Mmh. un élan aussi vers une forme d'altérité. Et je pense que quand il dit qu'il a envie d'aller rejoindre la masse des travailleurs, évidemment qu'il y a un désir, qu'il y a un désir un peu transclasse, qu'il désire et il fantasme la figure de l'ouvrier, notamment, qui est Mmh. vraiment un peu le point, son kink, quoi. Hem, mais il y a aussi Heu, aller vers l'autre, c'est aussi aller vers l'autre qui n'est pas lui, c'est aller contre lui et aller contre lui, c'est aller contre une sorte de corps qui est engoncé dans des normes, dans des modes de production et d'exploitation Mmh. et il considère, alors notamment chez les travailleurs, mais aussi chez des populations colonisées, par exemple, et ça on pourra en reparler, qu'il s'agit de se rapprocher d'une forme, de rapport au corps, alors sinon primitif, Mmh. en tout cas plus brute ou plus sincère. Donc il y a quelque chose comme ça d'une construction, d'une altérité désirable, qui n'est pas véritablement, en tout cas inférieure pour Carpenter, même si ça mérite, quelques nuances, mais en tout cas qui est quelque chose qui le rapprocherait d'une forme d'équilibre naturel. Et il considère que voilà, la bourgeoisie, c'est vraiment une classe malade, Mmh. en fait. Et s'il y a un hygiénisme chez Carpenter, c'est que voilà, il faut renouer avec une écologie, de la vie quotidienne et aussi une manière de s'incarner dans le monde, en renouant avec les puissances du corps. Mmh. Hem, je sais pas si c'est assez Oui, précis, oui, mais tout à fait. Ça me renvoie à la conversation qu'on a pu avoir ici, autour de Arthur Evans, mmh mh. avec, Hugo et Julien, où il y a, en tout cas à des moments de l'histoire de la pensée à la fois socialiste et queer, homosexuelle, peu importe comment on l'appelle, une espèce de volonté de renouer avec une certaine notion de la nature, qui soit pas une notion de la nature ni punitive, ni, disciplinaire, ni normative. Et ça, je trouve qu'il y a une puissance intéressante déjà dans cette approche de l'écologie-là, dans ce qu'elle dit de une autre manière de penser l'écologie aussi, puisque si on la pense comme ça, beh, on peut plus être, enfin, ça peut plus être punitif, ça peut plus être disciplinaire, ça peut plus être juste un truc moral, général. Et puis du côté du socialisme et des pensées de gauche avec plein de guillemets pour être très large, cette idée de remettre du corps quoi, remettre du corps là-dedans et la camaraderie et donc c'est vrai que là, on voit qu'il y a, à l'endroit de la vie de Carpenter et de son œuvre, plein de choses qui se croisent et qui sont super intéressantes et qui informent potentiellement les luttes, les réflexions d'aujourd'hui d'une manière, assez chouette, mais pas non plus en tout cas dans la manière dont tu le dis, j'ai pas l'impression que, voilà, Carpenter a rédigé une utopie et puis un manuel pour, et il faut faire comme lui à la lettre. C'est plutôt, regarder comment il a la démarche qu'il a empruntée, quoi. Oui, alors là, pour le coup, oui, alors, à la fois, il va finir par incarner une sorte de modèle pour beaucoup, Mmh. donc c'est vraiment quelqu'un qui, de son vivant, est en fait extrêmement connu. On le mesure pas, OK. on le mesure pas,
voilà, depuis la France et à notre époque, mais c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement diffusé. Il vend quand même beaucoup d'ouvrages. Ses ouvrages sont extrêmement traduits. S'il est aussi moqué par George Orwell, c'est qu'il a, alors il participe, voilà, c'est une génération d'avant, mais voilà, pour tout le cercle de proches de Virginia Woolf, c'est un peu la figure, notamment les militants et les écrivains et théoriciens homo dans le cercle de Bloomsbury. Voilà, c'est une référence, voilà, c'est vraiment devenu une référence au début OK. du XXe siècle. Euh, Sans jamais néanmoins être prescripteur ni moralisateur. Je pense que c'est quelque chose qui, moi, me plaît. Mmh. En tout cas, moralisateur, de ne pas l'être. Après, je veux pas non plus en faire une figure trop idéale et ça, on pourra en reparler. C'est que Carpenter est traversé par l'hygiénisme. Ouais. C'est-à-dire que quand il parle du corps, il hérite de toute une pensée, une construction, des imaginaires, des discours médicaux, Heu, ouais, lié aux sciences sexuelles, Mmh. lié à tous les écrits aussi hygiénistes, de son temps. Peut-être qu'on peut Hem, juste faire une pause là-dessus. Bon, l'hygiénisme dont on parle là, c'est vraiment celui des débuts, donc on est sur le moment de la révolution industrielle, où il y a quand même une espèce de volonté politique de la bourgeoisie, de, si pas, de manière volontaire, en tout cas de manière effective, de contrôler les corps, des classes subalternes, et ça va notamment se faire en Angleterre, mais pas qu'en Angleterre, par la création d'une espèce de science, d'une espèce même de proto-santé publique, quoi, mais qui consisterait à, s'assurer que, en gros, pour une société, heu, propre et qui fonctionne, il faut que les travailleurs et les travailleuses aient un corps propre et qui fonctionne. alors ça concerne tous les corps, Mmh. c'est de manière différentielle, mais ça l'hygiénisme va toucher tout le monde. Mmh. Après de manière, voilà, avec, des formes de domination dans les manières de réguler qui sont effectivement différentes en fonction des classes. Heu Et c'est vraiment l'émergence d'une santé publique. C'est Mmh. vraiment les comités d'hygiène qui se Ouais. créent et cetera. Alors après voilà, quand est-ce qu'on fait remonter l'hygiénisme? À la fin, du 18e plutôt ou, au milieu du 19e, à partir des écrits hygiénistes des médecins, 1830 et cetera. En tout cas, l'hygiénisme se tisse à mesure des épidémies, Mmh. de différentes formes d'épidémies, choléra et cetera. Mais il se tisse évidemment comme une manière d'articuler, alors pour reprendre les termes foucaldiens, Mmh. la discipline à des formes biopolitiques, Ouais. c'est-à-dire de régulation, voilà, du corps au quotidien, de l'intimité et cetera. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un discours du corps sain dans l'hygiénisme, alors notamment du corps reproducteur, Ouais. heu une sorte de vitalisme, en fait, aussi, qui est particulièrement intéressant, qui va pas complètement, enfin, qui va aussi infuser la pensée de Carpenter. Et ce qui est intéressant dans l'hygiénisme, notamment dans l'hygiénisme de cette époque, que ce soit en Angleterre ou en France, c'est qu'il y a un discours de la ville malade. Et il y a un discours des individus, notamment des classes les plus pauvres, malades, qui vivent dans des banlieues sordides, qui sont quand même les discours qui sont écrits depuis les perspectives bourgeoises, Mmh. et qui vont essayer de réfléchir à la manière dont on pourrait assainir tout ça. Donc ça veut dire notamment réguler la sexualité, réguler les mobilités, notamment des femmes. Donc c'est Mmh. pour ça qu'il va y avoir des lois à la fin du 19e siècle en Angleterre, soi-disant pour réguler la prostitution, mais qui en fait régulent les Contagious Disease Act, qui vont réguler aussi la mobilité des femmes de manière générale. Euh, donc c'est voilà, c'est tout un arsenal médico, législatif, etc. Mais qui est construit à partir de certains imaginaires que Carpenter réactive en partie. Ouais. Et il a un texte qui est assez important, qui pour moi résonne beaucoup avec le texte de Freud, Malaise dans la civilisation, c'est La civilisation, ses mots et ses remèdes, qui est un texte qu'il écrit comme ça dans les années 80, Mmh. qui est vraiment un de ses premiers gros textes qui va beaucoup circuler, où il fait le diagnostic de sa propre civilisation. Mmh. Et il analyse la manière dont la civilisation refoule en fait le corps. Alors, je ne sais plus, il n'emploie pas le terme de pulsion, mais en tout cas ces élans-là. Et il essaye de déplacer la question de la maladie. C'est-à-dire, il reprend à la fois des tropes hygiénistes, c'est-à-dire cette sorte d'analogie entre le corps physique individuel et le corps collectif, le corps social, entre le corps et la ville,
qui est ça, moi je travaille beaucoup en ce moment sur les intestins et Mhm. les égouts, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui traverse tout le 19e siècle, en tout cas, et les empires, et la manière dont on va réguler les flux. Mhm. Mais il déplace la question de la maladie, notamment sur la classe bourgeoise, et il attaque les médecins. Il attaque voilà, ce tropisme et cette tendance qu'ont les médecins hygiénistes à créer des maladies pour créer des médicaments, pour créer Mhm. des pathologies, etc. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Donc lui, il va avoir une sorte de rebours comme ça, plus ou moins hygiéniste, pour réhygiéniser ou sauver le corps, il faut sortir en gros des formes d'urbanité qui sont les nôtres. Donc il y a vraiment une critique de la grande ville et des urbanités industrielles capitalistes, quoi, et coloniales. Mhm. Et un fantasme d'un retour à une forme de nature, ou en tout cas à un mode de vie plus naturel. Et là-dedans, des fois, il est assez ambigu. Mhm. Par Tu, exemple, tu veux oui, dire qu'il tombe dans un truc un peu prescriptif, genre... bah, il y a une forme de morale qui se Ouais. maintient. C'est quand bien même j'ai dit qu'il n'était pas moralisateur, je pense que c'est tout l'enjeu des pensées de l'époque, en fait, des pensées de l'émancipation, c'est qu'elles se débattent aussi avec bah, leurs propres, les imaginaires au sein desquels elles sont nées. Euh, et il me semble que là-dessus, par exemple, dans la manière dont Carpenter va parler de la sexualité, puisque c'est un enjeu pour lui et que c'est un enjeu qui est finalement assez peu écrit et discuté, enfin écrit, Foucault dirait que non, mais en tout cas, qui est possiblement réprimé. Mhm. Et d'ailleurs, il va attendre assez longtemps avant de publier ses premiers textes sur l'homosexualité. La manière dont il envisage l'homosexualité est quelque chose d'assez ambigu. C'est qu'il va pouvoir critiquer notamment certaines formes de sexualité urbaine Ouais. en les associant, et là on retrouve un peu les tropes socialistes, à un vice bourgeois, Mhm. ou alors en les associant, par exemple, quand il s'intéresse aux sexualités dans les lieux fermés. Casernes, écoles, en fait tous les espaces dans lesquels il peut y avoir une promiscuité masculine, notamment, heu et des formes de normes et de tabous. Mhm. C'est-à-dire qu'on ne parle pas aux enfants, de sexualité, on ne les éduque pas à ces enjeux-là. Donc il est vraiment pour l'éducation à la sexualité, des adolescents, Mhm. notamment. De la même manière, heu, voilà, il considère que dans les casernes, la répression des sexualités, va en fait provoquer des sexualités déviantes. Et pour ça, pour lui, c'est pas ça la bonne homosexualité. Donc il y a un peu une mauvaise et une bonne homosexualité. Heu et donc il y a quand même quelque chose qui s'active aussi dans la critique alors à la fois de formes de consommation, mais de perversion. Donc il reprend en fait aussi Ouais. des terminologies, qui en fait sont celles aussi des psychiatres, voilà. Donc il est pris lui-même, il est pris aussi, il se débat avec le langage et avec Mhm. le discours sur la sexualité, mais il ouvre quand même des voies assez incroyables, pour l'époque, quoi, d'émancipation, qui sont complètement, inédites. Mm. Chouette. Euh, il y a une tension à un moment donné, en tout cas dont il parle et dont on entend qu'elle est liée aussi à toute une série de rencontres, Oui, parce que le lieu qu'il va habiter, dont j'ai oublié le nom, Millthorpe, Gilthorpe, ouais. Millthorpe, c'est aussi un lieu un moment pendant lequel il va être visité par plein de gens. Mmh. Et donc et on le voit bien dans le bouquin comme ça, toute une galaxie de gens qui rencontrent et qui tissent un peu toutes ces arrimages théoriques, politiques de Ouais. l'époque, aussi parfois de manière un peu, si pas conflictuelle, mais en tout cas critique. Et on ne sait pas si c'est un socialiste, un communiste, un anarchiste, un anarcho-communiste. Alors, on n'est pas là pour faire des classifications, mais c'est intéressant parce qu'on sent qu'au fil des rencontres et au fil des positionnements, bah, Ouais. on a du mal à l'accrocher à des choses très établies, quoi. Bah, c'est vrai, il y a un très beau passage, dans son texte, peut-être qu'on pourra lire, Mm. en fait, la théorie de Carpenter ne va avoir de cesse à la fois de s'affiner, même s'il reste assez consistant quand même, au fur et à mesure de sa vie. Et en fait, en gros, moi, c'est ça que j'apprécie particulièrement, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une forme de radicalisation, ou en tout cas il reste dans les marges.
en fait. Il reste dans les marges et il résiste à des courants un peu trop hégémoniques au sein des différents partis, ou en tout cas des différents courants socialistes notamment. Donc par exemple, il va participer aux premières réunions du socialisme qui va s'institutionnaliser, donc qui est la Fédération socialiste de Henry Hyndman, qui va en fait devenir un peu un des courants hégémoniques du socialisme anglais, qui va se parlementariser progressivement. Il fait partie aussi d'une communauté dite la communauté de la nouvelle vie, Community of the New Life, qui elle, à la fois va réunir au début des sortes de militants intellectuels qui essayent d'envisager à la fin des années, justement dans les années 80, à quoi pourrait ressembler une nouvelle vie, une autre manière de vivre ensemble, qui a publié quelques journaux qui n'ont jamais été traduits, Seed Time, qui sont fascinants parce qu'on est à la fin du 19e siècle et il y a à la fois, il y a énormément de types de critiques différentes. Moi, je trouve ça complètement passionnant. Et à l'intérieur de ce groupe, il va y en avoir un futur Premier ministre conservateur Ouais. et d'autres qui vont qui vont être des militants anarchistes. En fait, on sent que c'est un moment. En fait, il intègre un moment aussi où les obédiences politiques et les désirs de changement vont progressivement se cristalliser en différents courants. Et donc lui, voilà, il va sillonner progressivement en se rapprochant des premiers, un peu des mouvements socialistes, mais puis progressivement, il va quand même aller vers le courant le plus libertaire. Donc il va être beaucoup plus proche de William Morris, de la Ligue socialiste ou du socialisme libertaire de William Morris, et puis il va être aussi très proche des penseuses anarchistes. Chez Carpenter, c'est aussi pour ça que ça m'intéresse beaucoup, il y a une volonté à la fois à certains endroits de réforme, de la propriété, de la nationalisation, une forme d'attente très relative de l'État et en même temps une sorte d'imaginaire anarcho-communiste très très fort, avec la croyance en des structures autonomes, des formes coopératives. Là-dessus, il est en échange régulier avec Kropotkin, par exemple, avec Charlotte Wilson, avec d'autres militants qui vont quand même occuper des franges plus anarchistes. Et puis surtout, il va être un vrai soutien face à la répression anarchiste, la répression des anarchistes de différents États, participer à des procès, lui-même être victime de violences policières, il déteste la police. Ce qui lui fait aussi, bon Et pour tout le lui. monde déteste la police. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est un peu difficile de le situer. Et en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amitié. Et ce que je trouve assez beau aussi, c'est qu'en fait, il a beaucoup de complicité avec des militantes de différentes classes sociales. Et ça, c'est quelque chose qui le caractérise. Et en même temps, de différentes obédiences, ou en tout cas aux affinités politiques assez larges. Et ça se voit aussi dans la manière dont il raconte sa vie. Le passage dont tu parlais, tu veux le lire? Je peux le... Mais vas-y. Alors, il faut que je le retrouve. C'est là, je crois. La valeur concrète du mouvement socialiste moderne m'a toujours semblé résider moins dans son programme structurel concret que dans le fait qu'il a fourni un support pour une critique approfondie de l'ancienne société et de la vie des riches, et dans le fait qu'il a suscité un enthousiasme des plus lumineux et des plus vitaux pour l'avènement d'une société nouvelle. Ce sont ces deux points qui m'ont toujours attiré et relié à lui. Les détails constructifs de l'avenir sont des choses sur lesquelles il peut et même doit y avoir des opinions divergentes. La nécessité d'une société organisée et d'action commune, le refus de l'administration et de la bureaucratie, c'est ça très important pour Carpenter, la gestion de la terre, de manière à en permettre l'accès au plus grand nombre, et là-dessus il va se battre contre les monopoles, notamment des grands propriétaires, l'abolition des monopoles et de tout parasitisme industriel, la libération du travail en vue de l'autonomie et de la dignité de chacun, le traitement de la propriété publique, les questions de fiscalité, de représentation, d'éducation, etc., sont autant d'affaires très complexes dont la résolution cohérente et détaillée ne peut s'élaborer que pas à pas, qu'à force d'expérience et de tentatives dans la durée. Nous devons nous attendre à des erreurs, à des divergences d'opinion dans ce domaine. Néanmoins, je pense pouvoir dire qu'en raison de l'ampleur de sa politique structurelle, le socialisme a emprunté une voie adaptée que le temps justifiera. Il a affirmé de fait une fois pour toutes le principe de la fin du parasitisme et du monopole. Et il s'est fixé pour idéal une société qui, tout en accordant à chaque individu
toute latitude pour exercer ses facultés et jouir des fruits de son propre travail, attendra en retour du même individu qu'il contribue vigoureusement au bien-être général, ou tout du moins qu'il ne réclame rien pour lui-même, qu'il n'ait produit par son propre effort. Pour accomplir ces objectifs, le socialisme a proposé l'idée d'une propriété publique, contrôlée de la terre et de certaines des industries les plus importantes. Contrôlée, c'est-à-dire contre les dangers de l'administration. Et il semble probable que ce programme général soit celui en vue duquel la société occidentale travaillera dans un avenir proche. C'est-à-dire jusqu'à ce que l'État, et en tant qu'État, et tout gouvernement en exercice, soit enfin remplacé par le consentement volontaire, instinctif, ainsi que par l'entraide du peuple. Alors bien sûr, l'idéal plus particulièrement anarchiste se réalisera. Donc on voit la continuité pour Mhm. lui entre une forme de transition socialiste vers l'avènement d'un anarcho-communisme. Et avec même une espèce de, alors qui est quelque chose, qui est une posture très socialiste, très, très communiste, de dire ça adviendra. C'est-à-dire, enfin, Oui. c'est une espèce de, pas une certitude, mais, ou alors une certitude nécessaire. C'est-à-dire de dire, voilà, ça va advenir parce que parce qu'il faut que le parasitisme euh, se termine. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que cette notion de parasitisme, Parasite, ouais. elle est par ailleurs Réactivé, ouais. amenée, réactivée Oui. aujourd'hui, et en réponse aussi au discours capitaliste du pauvre parasite versus le riche parasite. Ouais. Et donc il y a presque une inéluctabilité dans la manière dont il dit, c'est-à-dire le socialisme adviendra, mais comme étape, quoi, vers l'anarchisme. Bah, c'est là où il a une dimension assez. Alors, est-ce qu'il est utopiste, Carpenter? C'est vrai que c'est assez puissant dans ses écrits. C'est-à-dire il y a une forme d'utopisme, ou en tout cas de pensée du futur, qui est aussi très liée, à mon sens, à une forme de spiritualité, Mhm. euh, dont on parlera peut-être ensuite, Ouais. qui est aussi liée à une sorte de vision plus large de la temporalité. C'est qu'il essaye toujours de dézoomer, c'est-à-dire d'excéder sa propre temporalité et d'envisager un état et un avenir qui l'excède. Et donc, il dit souvent qu'il ne travaille pas pour ce jeu immédiat, mais il travaille pour un jeu plus grand que lui. Et ce jeu plus grand que lui, c'est une temporalité presque universelle. Et là-dessus, il est vraiment très infusé par les pensées de la philosophie védique, Mm. etc. Mais c'est vrai qu'il a quelque chose une pensée politique comme ça, voilà, d'une transition, voilà, comme je disais, socialiste, Mhm. et qu'en cela, il rejoint des formes de courants de socialisme utopique, ce qui va d'ailleurs lui être reproché aussi. Mhm. C'est de le trouver, de trouver que c'est justement trop naïf. Mm. Euh, Il y a dans la manière qu'il a de chercher et de trouver et de penser les alternatives, quelque chose d'un geste qu'on pourrait dire spéculatif, dans le sens où c'est en imaginant d'autres choses ou en rencontrant d'autres formes qui construit une pensée politique. On l'a vu, il expérimente une autre vie à oui, la campagne et ça produit d'autres pensées. Et c'est là où je veux en venir, c'est sur ces voyages, que ce soit des voyages physiques ou mm, sa rencontre avec, tu parles de la pensée védique, mais donc c'est la rencontre avec des alternatives, le fait de penser avec d'autres machines qui lui fait produire, voilà, qui lui fait produire autre chose. Et il y a, comme chez plein d'autres penseurs homosexuels, queer, oui, c'est ce rapport au voyage, à l'altérité, à l'étranger, oui, qui est à la fois particulière, mais qui est presque une constante. On pourrait faire le parallèle avec plein d'autres penseurs. bien sûr. Il va où? Qu'est-ce qu'il Alors, rencontre? pour essayer de tenir tout ensemble, j'ai envie de te dire que déjà, il va dans le nord de l'Angleterre. C'est-à-dire qu'avant d'aller en Inde, avant Mhm. d'aller au Sri Lanka, en fait, le déplacement, c'est quelque chose qui va le construire en permanence. Et parce que ça me permet aussi d'insister sur un point, c'est que Carpenter construit son socialisme depuis des expériences de radicalisme locaux. Et Mhm. que depuis, c'est aussi pour ça, avec le mouvement chartiste, avec des luttes paysannes, plutôt des luttes ouvrières. Donc il va être très lié aussi à l'émergence de syndicats. Mhm. Donc ça, c'est vraiment important.
Et d'ailleurs, le groupe de la Ligue socialiste de Sheffield, c'est des gens avec lesquels soit il vit au quotidien, soit il milite, etc. Donc il y a vraiment quelque chose où il est déplacé par ces rencontres, notamment avec des hommes, Mhm. des hommes artisans, des hommes paysans, ouvriers, et ça va profondément infuser et modifier aussi sa subjectivité politique. Ça, c'est important. Donc ce déplacement-là, il se joue aussi, voilà. Donc il y a du désir sexuel, et d'ailleurs il va avoir plusieurs relations amoureuses et sexuelles avec certains d'entre eux, qui s'appellent souvent Georges. Alors bon, c'est évidemment un prénom royal, donc malheureusement très diffusé à l'époque. Je ne sais plus s'il y a 2 ou 3 Georges. Il y a 3 Georges. Euh, un artisan rémouleur, et puis Georges, un autre Georges qui lui a vraiment le parcours du jeune homme issu de la classe pauvre de Sheffield, qui va traverser, avoir plein de petits boulots, Mhm. et avec lequel voilà, il va vivre pendant pratiquement toute la seconde moitié de sa vie. Et donc ça, c'est un premier déplacement, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement vers une première forme d'étrangeté, c'est-à-dire une étrangeté à sa classe, une étrangeté aussi dans un rapport physique à la matérialité des choses, parce que Carpenter, il ne sait pas faire grand-chose de ses mains au sortir des études à Cambridge, quoi. Il sait prêcher, il sait écrire, il sait faire un peu d'aviron, et puis basta. Ce sur quoi il a pu fantasmer d'ailleurs, mais donc il découvre aussi un rapport au travail manuel, il Mhm. se forme à la menuiserie. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que le désir, l'érotisme et l'élan, il permet d'entrer dans une matérialité de la vie qu'il va politiser, et voilà, et ce qui va lui permettre d'esquisser autre chose. Et puis évidemment, s'il y a un déplacement hors d'eux, comme je disais, c'est que les possibilités pour des vies homosexuelles ou des désirs homosexuels à l'époque sont quand même relativement limitées, d'autant plus au sein de la même classe, qui est quand Mhm. même l'espace, qui est un espace aussi extrêmement régulé, extrêmement normé, et au sein duquel règne le culte du secret. Oui. Donc en général, qu'est-ce qui se passe? C'est des relations tarifées, en fait, Mhm. avec des personnes issues de la classe ouvrière. Alors plus ou moins tarifé, mais ça on le voit très bien aussi dans le roman Maurice, qui est de E.M. Forster, qui est d'ailleurs inspiré en partie par la relation de Carpenter avec George Merrill, Ok. donc qui est son compagnon principal. Euh, donc de toute façon, je veux dire, les formes de hiérarchisation, en tout cas, et de domination structurelle entre les personnes, c'est de toute façon quand même souvent une condition pour les hommes de la bourgeoisie. Mhm. Euh, donc, il y a ces hommes issus de la classe ouvrière, et puis il y a ce qui se passe quand ils se déplacent dans les territoires colonisés, qui n'est pas exactement la même chose, c'est-à-dire que ce serait inexact de dire qu'il y a par exemple une forme de tourisme sexuel, Mhm. comme ça peut être le cas d'autres figures, par exemple, euh, parce que Carpenter se déplace, à mon sens, d'abord pour des questions de spiritualité. Mhm. Heu, C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, il se forme au christianisme social, alors une sorte d'anglicanisme avec des ambitions socialistes, et puis il rompt avec les ordres. Et Carpenter, toute sa vie, va être en recherche, pardon, d'une spiritualité alternative. Ça va passer par l'étude d'énormément de traditions différentes, mais donc il décide, sur invitation d'un camarade sri-lankais, Mhm. donc alors je sais pas si c'est l'année à l'époque, dans l'époque coloniale, hem, de rendre visite à son ami, et donc de passer par l'Inde pour aller jusqu'à Ceylan. Et là-bas, alors il a déjà lu des textes, notamment de l'hindouisme. Mhm. Il a lu la Bhagavad Gita notamment, il a lu des textes de philosophie védique. Là-bas, il va rencontrer alors un jnani, alors c'est une sorte de sage, Mhm. heu, de sage indien, qui va l'initier à différentes pratiques de méditation, à l'interprétation de certains textes, et cetera. Et donc il y a vraiment une pratique comme ça du rapport au corps, presque même qui tend plus vers un ascétisme Ouais. qu'une exploration de sa sexualité. Et je pense que là-dessus, Carpenter a pas une, c'est pas Jean Genet, Mhm. c'est pas Gide. Carpenter, c'est vraiment, voilà, il y a un rapport au corps qui est en fait assez complexe. C'est-à-dire, Ouais. il a une sexualité,
Il y a aussi même un discours autour de la jouissance à travers la sexualité, mais il est pris entre différentes tensions, et notamment celle de l'ascétisme. Ouais. Tu veux dire, quand tu dis c'est pas c'est pas jeûner, il y a quelque chose qui est moins de l'ordre de la passion ou de la découverte un peu comme ça, transgressive, comme ça peut être le cas chez Jeunet. Quand tu parles d'ascétisme, ça me renvoie aussi à la démarche qu'il a par rapport à la nature, par rapport à une forme d'ascétisme du corps, etc. Et donc c'est raccord quoi à ce niveau-là. Disons que est très valorisée la question de la camaraderie, des Mmh. complicités affectives, etc. Et puis en fait, Carpenter, il a des relations sexuelles très tard. C'est autour de ses 40 ans qu'il a ses premières relations sexuelles. Ok. Alors il dort avec des hommes avant, en tout cas il le dit, puisque j'ai mis un extrait d'un témoignage anonyme, mais qui est en fait son témoignage dans l'ouvrage de l'inversion sexuelle d'Havelock Ellis, Mhm. où en fait il dit qu'avant ses 40 ans, il n'a pas eu de relations sexuelles. Donc en fait, même pendant ses voyages en Inde, il est très probable qu'il n'a pas de relations sexuelles. Par contre, ça l'empêche pas de produire des représentations érotiques des jeunes corps à moitié nus, indiens ou de son guide. Donc d'avoir une sorte de désir, mais qu'il ne concrétise pas et qu'il ne cherche pas à décrire. Ça l'intéresse pas de décrire la sexualité donc il n'est pas à cet endroit-là. En revanche, il y a effectivement quelque chose d'une sorte de tentative de faire coïncider une question spirituelle, en tout cas une spiritualité, avec son être et avec ses élans désirants. Et donc il va faire une sorte une sorte de syncrétisme un Mhm. peu entre différentes traditions védiques, différentes formes de recherche aussi sur des spiritualités plus anciennes, égyptiennes, assyriennes, etc., pour essayer de composer une place pour une sexualité, alors sinon homosexuelle, en tout cas des affections et une forme de sexualité et d'érotisme homosexuel. Et donc ça, ce déplacement géographique, lui ouvre la voie vers «l'Orient» Ouais. entre guillemets, ce qui n'est pas sans venir, voilà, avec son lot de représentations et de tropes et voilà, d'archétypes, racialisants. Mm. Et ça, c'est très ambigu aussi. C'est que, comme je disais, Carpenter a des écrits ouvertement critiques de l'Empire, de qu'est-ce que c'est l'Empire colonial, notamment en Inde, au Sri Lanka, quand il va être extrêmement critique de la bourgeoisie coloniale blanche, en Inde et au Sri Lanka, des formes de dépossession, des paysans, des cultures traditionnelles, de l'imposition de la propriété privée, et cetera. De nouvelles formes de législation. Donc là-dessus, il est en fait assez en avance sur Ouais. son temps et beaucoup plus précis aussi parce qu'il consigne dans ses récits de voyage et en même temps, on retrouve, voilà, dans des moments descriptifs, de l'un de ses textes de son voyage, des sortes de hiérarchisation entre les races, Mm. d'association, voilà, de certains corps à la saleté, voilà, de certains tropes, par exemple, oui, racistes. Donc en fait, là aussi, Il échappe pas. il Il échappe échappe. pas à la vision de son époque. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que comme tu le dis, il se construit en se déplaçant Mhm. et sa pensée politique va s'affiner. Et notamment vis-à-vis de son imaginaire colonial, moi je trouve très beau le fait que c'est ces relations amicales ou amoureuses, on ne sait jamais tellement en fait, il y en a, c'est pas très clair, notamment avec ce militant et administrateur sri-lankais, Ponnambanam Arunachalam, qui est donc voilà, qui est un de ses grands amis avec lequel il va avoir une relation épistolaire, peut-être plus, who knows, voilà. Mhm. En fait, son ami Aruna Shalem va lui dire, «On n'est pas la même variété d'huîtres, tu nous décris comme si on était la même variété d'huîtres». Enfin, donc va se moquer du regard colonial aussi de son Ouais. ami et du fantasme et aussi du fantasme un peu positif Ouais. qu'il projette sur la sagesse millénaire indienne, parce que c'est vraiment quelque chose qui le fascine. Heu et Carpenter va aussi, voilà, être à l'écoute de ses amis et des critiques de ses amis. Donc c'est ça que je trouve intéressant aussi dans les échanges épistolaires, c'est que sa pensée à lui, elle évolue aussi avec ses complicités. Ça me fait penser aux choses qu'a pu écrire Jeunet. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans ces démarches coloniales, impérialistes, exotisantes, etc., fétichisation peut-être, qu'il peut y avoir parfois, directement ou indirectement, chez des auteurs,
queer occidentaux qui vont dans un ailleurs pour rencontrer de manière plus ou moins sexuelle des sujets issus des mondes colonisés. Il y a des moments comme ça, pas de lucidité, mais où comme une espèce de réflexivité où, oui, ok, je vois, où son amant ou son ami lui renvoie quelque chose, et puis ça crée aussi, si pas une prise de conscience, il ne s'agit pas de dire il se déconstruit et c'est bien, mais ça déclenche aussi quelque chose en retour, comme s'il y avait comme ça une boucle, comme quand Jeunet, j'ai en tête cet épisode de La vie de Jeunet où il couche avec un Algérien, et le matin il se réveille, et l'Algérien s'est barré et lui a tout piqué, et Jeunet dit bah, c'est bien fait pour ma gueule en fait. Et c'est une espèce comme ça de conscientisation que... Ouais. Oui, oui. Alors, est-ce que Carpenter l'a toujours? Je suis pas certain. Je suis pas certain. En revanche, ses écrits s'affinent à certains endroits, quand bien même d'autres points aveugles restent. Mais on voit que c'est galère, en tout cas pour mais c'est galère, mais en même temps, voilà, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Je pense que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de penseurs ou théoriciens ou écrivains ou artistes ou militants blancs queer, donc queer, proto-queer, parce que je m'en fous d'utiliser ce terme-là, ou uraniste, parce que lui revendique plutôt ce terme-là, Oui. ou membre de la classe intermédiaire, parce que c'est comme ça que se construisent plutôt voilà, sa pensée des subjectivités déviantes de l'époque. Qui de toute façon ne sont pas pris dans la matrice coloniale de leur époque et de ces impensés, et qui s'en émancipent totalement. C'est pas, et pas que sur les questions coloniales, sur les questions féministes, sur les questions de genre, c'est évident qu'il y a aussi d'autres impensés là, et peut-être que ça permet de rebondir. En fait, c'est aussi qu'est-ce qui fait qu'on travaille avec une figure? Est-ce qu'on attend de créer des héros? Moi, ça m'intéresse pas du tout de travailler avec d'héroïser ni Jeunet, ni... j'ai pas besoin d'héroïser pour apprécier de travailler sur un auteur ou une auteurice, et je trouve qu'on n'a pas... moi, j'ai pas besoin de héros pour avancer. Alors peut-être à un moment, j'ai eu besoin de figures, de figures auxquelles je pouvais me rapporter, et de figures un peu comme ça, auxquelles il est possible de revenir en permanence, type Carpenter. Mais on a toujours des questions à leur poser, et moi, j'ai été très marqué à la fois par des discussions avec la chercheuse Ruby Faure, qui travaille justement sur les questions coloniales et l'émergence des catégories trans, etc. Alors peut-être qu'elle dirait que c'est pas du tout comme ça qu'elle a travaillé, mais en tout cas très marqué par ses interventions aussi sur voilà, la matrice coloniale aussi, et l'émergence des catégories sexuelles. De la même manière, voilà, le travail de Kathy Amin sur Jeunet, notamment, me semble disturbing attachment, donc la manière de troubler les attachements qu'on a vis-à-vis de certaines figures, me semble extrêmement importante, ou le travail de Bad Gaze, par exemple. On n'est pas obligé d'avoir des lectures positivistes ou progressistes des figures qui nous intéressent politiquement. Parce que je pense que si on commence à céder, voilà, c'est ce que dit Jacques Halberstam ou d'autres, à ces lectures positivistes, ça veut dire qu'on a déjà des ornières pour penser le présent. Et que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire retour sur nos propres impensés racistes, sexistes, et le fait qu'on n'est pas pur. Oui, et qu'on peut pas, et c'est aussi la meilleure manière de pas seulement dire, il me semble, de dire ouh là là, il faut pas qu'on se fasse récupérer. C'est presque déjà trop tard quand on dit ça. C'est-à-dire que c'est aussi une manière de garder une forme de mouvement permanent et d'insaisissabilité. Ouais. Et puis il y a ce truc aussi de quelle figure on inscrit dans l'histoire de nos mouvements sociaux, et selon quelles conditions. Et quand je dis de nos mouvements sociaux, c'est des mouvements sociaux aussi qui s'expérimentent depuis la question de la blanchité. En fait, moi je trouve qu'on a encore beaucoup de taf à faire sur la manière dont on réinscrit William Morris, Élisée Reclus, en fait des grandes figures de l'écologie. Malcolm Ferdinand le dit très bien aussi. Mais par contre, il faut le faire, voilà, avec précision, parce que c'est pas un tout homogène, et je pense qu'il faut revenir sur leurs textes, et en fait, ils peuvent coexister, voilà, des appétits d'émancipation, des positions anti-esclavagistes, et en même temps des tropes, des archétypes racistes, et c'est à nous aussi, je trouve, depuis nos expériences de blanchité au présent, d'interroger aussi la blanchité du passé, et la manière dont elle compose autrement le politique, pour pouvoir aussi au présent s'interroger sur dans quelle manière ça joue dans nos propres
impensés, nos propres difficultés à penser les luttes. Ça me fait dire que, enfin, je fais le parallèle ou plutôt la connexion entre cette démarche de dire, voilà, le voyage, le déplacement, que ce soit un déplacement au-delà de la ligne de classe ou de la ligne raciale, que fait Carpenter et ce que ça lui permet, ce déplacement. J'entends dans ce que tu dis du rapport à la généalogie, aux ancêtres, aux auteurs, que finalement, c'est pas une question d'admiration ou d'idole, mais c'est une question de déplacement. C'est-à-dire quel déplacement, on pourrait dire presque temporel, ça fait de nous mettre en relation avec ces figures, pas parce qu'ils sont formidables ou parce qu'il faut les brûler, mais pour ce que ça permet, quoi. Bah, je pense que c'est vraiment ce truc de notion de complicité. En Mmh. fait, c'est vraiment avec, c'est se construire avec quelqu'un, avec la pensée de quelqu'un et la triturer, mal la comprendre, parce qu'en fait, il y a des choses que j'ai mal compris chez Carpenter et que je continue à affiner. Mmh. Donc je pense que ça, c'est vraiment, enfin, c'est plus ça en tout cas qui m'intéresse. Après, bon, de dire que j'ai pas d'admiration, je sais pas. En tout cas, j'ai un désir persistant. Mais Mmh. ce qui doit passer par l'admiration, je suis pas certain. Il y a des moments où franchement, il y a des trucs que je me dis: «C'est pas bien, c'est pas bien écrit», mais bon après qui écrit des voilà. Heu et puis il y a des moments aussi de franc désaccord donc ouais. Il y a quelque chose peut-être sur lequel on peut finir parce qu'on parle déjà depuis 1 heure. Il y a en sous-texte, enfin je trouve, et on l'a déjà dit quelque part, chez Carpenter, cette idée que, alors c'est la camaraderie, c'est le désir, on ne sait pas ce que c'est, mais il y a une espèce de force presque existentielle comme ça, Mmh. de l'homosexualité, Oui. du queer, du peu importe, de l'uranisme, enfin voilà. Et qu'on pourrait presque identifier comme une forme d'interprétation des spiritualités, d'un syncrétisme. Mmh. Est-ce que toi, enfin, est-ce que tu trouves, là, c'est plutôt pas David Carpenter, mais le tien presque, ce que je demande, c'est euh, est-ce qu'il y a un intérêt ou comme ça, presque, je dirais, une efficacité politique à penser cette force homosexuelle comme existentielle Ben, je sais pas. Je sais pas, j'en suis des fois j'en reviens un peu et en même temps je suis très séduit parce que c'est très séduisant de penser une sorte en fait, c'est difficile aussi de pas céder à une forme d'essentialisation, tu vois? De considérer qu'il y aurait une homosexualité, éternelle, dont le pouvoir serait transclasse, qui nous permettrait de Mmh. rompre les dominations raciales, sexuelles, qui aurait aussi toujours joué un rôle. Voilà ce que peut dire Arthur Evans, mais c'est que ce que dit Harry Hesch et les faits, mais évidemment ces imaginaires-là, ils ne sont pas aussi sans des formes d'essentialisme, de la réactivation aussi de pensées un peu primitivistes ou de fantasmes de l'autre étranger, voilà, qui aurait une culture dans laquelle on aurait été chaman, médecin, Mmh. je sais pas quoi. Heu, c'est très séduisant, c'est très séduisant, ce que je trouve plutôt plus intéressant maintenant, c'est peut-être de me dire que dans une société donnée, dans un contexte particulier, la construction de domination ou d'oppression, nous articule à la possibilité de nous articuler les unes aux autres. Mmh. Et que c'est plutôt ça qu'il faut réussir à conscientiser et à analyser, et le désir nous articule. Et donc plus on favorise, la circulation du désir entre, des groupes sociaux, et par désir, j'entends pas que du désir sexuel en Oui. fait, plus qu'on favorise, voilà, la circulation des affects, du désir, plus on a la capacité de se brancher, pour Mmh. reprendre ce terme, tu parlais de machine tout à l'heure, les unes aux autres, plus nos liens politiques aussi vont être forts. Et brancher, ça veut pas nécessairement dire être d'accord aussi, ça peut dire Mmh. aussi vouloir s'engueuler, mais continuer à vouloir être branchés, les unes aux autres. Ouais. Et il me semble que c'est ça qui est fort dans ces propositions, c'est qu'à partir de la conscience quand même d'une forme d'oppression, d'une forme de reconnaissance quand même d'un système qui vient, réguler. C'est pas parce que c'est pas toujours que de la répression, c'est aussi de la régulation. Ouais. Donc réguler, limiter, restreindre des possibilités de mouvement, des possibilités d'expression et cetera. Je me reconnais dans une autre forme d'expérience ou en tout cas, je reconnais la nécessité ou j'ai un désir de m'attacher à un autre.
et c'est ce qui me plaisait aussi chez Carl Whitman, Mmh. sans faire des équivalences, quoi. Sans considérer que, voilà, l'expression de la domination, systémique raciste est la même chose que, la domination systémique, en termes de sexualité. Donc non, je suis séduit par cet élan, mais je oui, je l'envisage pas en tout cas comme une force, hem, transcendante Mmh. ou voilà, tous ces trucs un peu hérités de Walt Whitman, hem, ouais. Tu veux nous parler 2 minutes de ce que tu travailles aujourd'hui, du côté du ventre, du sale, Mmh. des rejets? Avec plaisir. Bah, là, donc je suis actuellement dans 2 formes d'écriture un peu différentes. Je pense que ça faisait longtemps, j'avais commencé à le faire de manière assez succincte avec, un manifeste gay, en écrivant une sorte de prose un peu poétique. Mmh mh. Donc une forme de fiction, Mmh. d'auto-fiction autour de la merde, Mmh. qui est en fait un travail, que je mène, que j'avais notamment publié sur Trou Noir à Ouais. travers la Fragment scatopolitique, qui est une réflexion sur, le rapport aux excréments et à la manière dont la merde a été écrite, racontée, un peu comme le dit Foucault sur le sexe, c'est-à-dire que, en fait, on a aussi beaucoup écrit, sur ce qu'on refoule, sur ce qu'on évacue et cetera et donc qu'est-ce que ça voudrait dire, repartir de ce rapport au digestif, à l'excrément, et à cette forme de corporéité-là, pour, repenser, nos liens du politique. Voilà, donc j'essaye de construire là un texte qui j'espère sortira à la fin de l'année, j'en dis pas plus pour le moment, OK. et un texte voilà, qui est un recueil de témoignages, fictionnalisés, une Ouais. sorte d'autofiction comme je le disais, et puis à côté, en lien avec ce premier projet, donc il y a ce travail de thèse, Mmh. qui en fait est une sorte d'extension du travail mené sur les écologies déviantes, mais qui repart cette fois-ci plus de la question de l'hygiénisme et qui pose la question de l'hygiénisme au sein de l'essor des pensées écologistes depuis le 19e siècle, notamment entre la France et l'Angleterre. C'est-à-dire dans quelle mesure, l'émergence d'écologie urbaine, comme on en a parlé, Mmh. mais aussi de certains textes écologistes comme ceux de Carpenter, mais aussi d'Élisée Reclus, et d'autres, sont traversés par une forme d'hygiénisme, et qu'est-ce que ça informe aussi de la manière qu'on a de penser, la question du corps dans l'écologie au présent. Même si je ne vais pas jusqu'au débat sur, pollution, transphobie, voilà, et tous les débats aussi autour des formes des nouveaux hygiénismes réactionnaires, Mmh. au présent, ça m'intéresse de produire sinon une archéologie, d'historiciser en fait cette ces types de discours actuels. Donc voilà, j'espère avancer, progressivement là-dessus. Cool. Bah, c'est un bon teasing. Je te propose qu'on termine là-dessus. Pour l'instant, en tout cas, on peut te lire, et Édouard Carpenter au travers toi dans Des jours et des rêves, aux éditions Le Pommier, mais aussi dans plein d'autres, trucs que tu as publiés. Les gens pourront te trouver, sur les internets. Merci si le cerf mord le pois. Merci. Je vois très bien l'époque dans laquelle De cette planète. un système a pulvérisé. Très bizarre. On se met à poser cette question du De la manière ronde. que tout ça c'est blanc mais que ça va pas suivre notre voie.